nous vous proposons pour commencer de faire une petite prière ensemble. L'ange du Seigneur fit l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tout ce qui a fait nos certitudes, nos vies, on le sent bien, est en train de mourir, de s'écrouler. On a même l'impression terrible qu'il y a ceux qui voient arriver cette mort et qu'il y a de l'autre côté ceux qui ne voient pas qu'elle est en train d'advenir. Et ce qui disparaît, entre autres, c'est la vie paysanne. C'est sûr, ça ne date pas d'hier, mais aujourd'hui c'est particulièrement marquant. Est-ce un complot au sommet ? Y a-t-il une volonté consciente et déterminée d'éradiquer la race paysanne ? Quand on parle du suicide des paysans, on met souvent en avant les problèmes économiques. Pour ma part, je pense que la honte de ne plus vivre de son métier a certainement aussi une part majeure. La fierté, la joie d'un homme consiste à vivre de son travail. L'idée d'une journée de résistance paysanne, qui est née il y a bientôt 2 ans, répondait en quelque sorte à cette question. L'agriculteur est celui qui prend soin de la création, comme une mère s'occupe de ses enfants. La création est diversifiée, harmonieuse, changeante, fertile. Comment les agriculteurs sont-ils devenus dépendants de taux de rentabilité, de semences stériles, de taux d'intérêt qui ne se soucient plus des saisons ? Il nous faut aujourd'hui reconquérir notre liberté vis-à-vis d'un système qui nous emprisonne. Tant que les paysans souffriront, l'âme de la France souffrira. Merci d'être là, dans cette crypte, pour commencer un grand mouvement de résistance. Parce que quelqu'un me disait tout à l'heure dans la salle, je ne suis pas paysan, mais je suis là quand même. Qui n'est pas concerné par la paysannerie ? Sachant que la paysannerie nous nourrit, non seulement physiquement, mais spirituellement. Que serait notre pays sans ces petites églises romanes qui ont vu autour d'elles, sans cette sédentarisation de la population, qui a vu autour d'elles s'installer des paysans. Je rappelle, grâce à Monsieur l'abbé, que le pain et le vin, ça vient pas, que je sache, des bureaucrates européens. Donc nos villages ont vu autour d'eux l'église, le village, les paysans, et puis les artisans, et puis les commerçants, et tout part en fait de ces cercles concentriques qui commencent par le cœur de nos églises, et qui, juste sur le premier cercle, on a les paysans. Les paysans, c'est notre territoire, c'est notre sol, c'est notre... donc on ne peut pas ne pas réagir, qu'on soit paysan ou pas, on est tous concernés. Il y a une volonté claire de nous faire disparaître. Alors, il ne s'agit pas de s'acharner et de se battre contre ceux qu'on peut clairement identifier comme étant nos ennemis. Non, nous avons à nous battre pour notre identité qui commence par le cœur de nos églises et qui, immédiatement après, ce cercle concentrique immédiatement qui touche nos églises, qui est le cercle très rapproché du cœur, les paysans. Voilà. Sans les paysans, la France disparaît. La France est un pays agricole, riche de son agriculture. Si aujourd'hui on peut se vanter d'avoir eu le grand siècle, si on peut se vanter d'avoir une histoire aussi flamboyante que victorieuse, que belle, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire, eh bien c'est parce qu'on a été nourri. Que serait-ce un cerveau de philosophe s'il n'est pas nourri, et nourri correctement ? Le problème, c'est que là où il y a une volonté délibérée, et qu'il faut l'avoir, cette volonté délibérée, c'est qu'il y a une convergence étrange à mal nourrir les gens. On fait en sorte qu'ils ne puissent résister, qu'ils ne puissent réagir. Oui, nous sommes des réactionnaires. Oui, je le revendique. Je suis en réaction contre ce système. Et ce système qui qui veut éteindre toutes les vocations, et à commencer par celle du paysan et celle de la mère au foyer. Comme par hasard, ces deux socles, ce pilier, cette fondation en fait de notre société sont tous les deux menacés de la même façon. La femme et l'agriculture par la chimie
et par la productivité. La femme doit doit fournir un travail qui soit taxable. Eh bien, le paysan doit fournir un travail qui soit taxable. Et tous les deux, on les empoisonne, parce qu'aujourd'hui, nos paysans qui ont épandu des nitrates, qui ont épandu des herbicides, des fongicides, finissent avec Parkinson. Et aujourd'hui, les femmes qui ont pris la pilule, des règles, hormones, avortements, tout ce que vous voulez, ont aussi, comme le paysan, un problème physique et un problème d'âme à résoudre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à se laisser empoisonner le corps et l'âme, ou est-ce qu'on réagit? L'idée de ces journées, c'est de repartir avec des idées claires. Identifier l'ennemi ne veut pas dire devenir des forcenés et des violents, ça veut dire bien savoir, avant de commencer une bataille, où sont les batteries, les fantassins, voilà. Quand on a bien identifié le champ de bataille, après, on est efficace. Hein. Donc, on identifie les éléments du champ de bataille, ensuite on rentre chez nous avec les idées claires et la volonté de créer des foyers de résistance partout sur notre sol. Comme nous avons des petites églises romanes partout sur notre territoire, nous devons à partir d'aujourd'hui créer une constellation de foyers de résistance. Voilà. On ne recule plus, on avance à tout petits pas, mais on reprend nos petites églises, on reconstruit tout autour, petit pas par petit pas. On n'a pas besoin de grandes actions héroïques, juste d'une obstination, d'un refus de reculer. Le système nous emprisonne, il a très bien fait les choses, ça a été minutieusement fait. Donc on ne va pas pouvoir du jour au lendemain renverser la vapeur. Nous sommes profondément catholiques et ça veut dire, comme le paysan, comme la mère au foyer, faire avec le temps. Et le temps est avec nous. Ce qui nous appartient, c'est de combattre chaque jour et de créer ces myriades de foyers de résistance. Voilà. Bonne journée, mesdames et messieurs. Le fait de la pénibilité du travail, alors les tracasseries administratives sont une chose, mais quand même le métier en lui-même demande des efforts que, je dis, bon, une partie de la population conçoit, et par contre, il y en a beaucoup qui ne savent pas, derrière une cerise, ce qu'il peut y avoir d'attention pour ramasser une cerise, pour l'élevage d'une volaille, pour une petite fraise, je veux dire, on a ça dans nos rayons de grandes surfaces, de supermarchés, et les gens ne savent pas l'attention qu'il y a eu pour produire ce produit. Donc ça, et ça fait partie de notre souffrance, parce que je veux dire, je dirais, la reconnaissance passe par le phénomène de sentir la souffrance. C'est une petite ferme, il y a un petit peu d'élevage de volailles en pondeuse, donc 2000 poules, et en vente directe. Donc depuis octobre, je suis arrêté, là ça recommence juste, et donc j'ai eu un souci vis-à-vis des problèmes sanitaires. Je vais vous lire une lettre que j'ai écrite aux élus et aux députés, auxquels j'ai eu une seule réponse. Et en plus, c'était pas une réponse d'un élu de la Drôme, c'était un breton. Mais bon. Voilà. Donc aujourd'hui, sur ma ferme dromoise en agriculture biologique, les services départementaux de la protection des populations me demandent d'abattre mes volailles 2000 poules en pleine santé, en pleine production d'œufs bio de haute qualité alimentaire. Parce qu'elle avoisine une autre salle d'élevage séparée par une salle de conditionnement où s'est révélée la présence d'une salmonelle potentiellement mauvaise pour la santé de nos concitoyens, mais non présente sur les œufs et la viande. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les pédichiffonnettes qu'on passe dans les bâtiments pour l'environnement, et donc on passe sur le fumier, enfin sur la litière, et donc ils ont trouvé ça sur la litière. Donc depuis 5 ans, je m'étais engagé en respectant au mieux les consignes de sécurité pour desservir et distribuer les commerces locaux, des petits magasins de producteurs, des cantines, des boulangers, des particuliers au sein d'entreprises, par le principe aussi d'agri-local, quelques cantines de collège ou lycée, une association qui propose des paniers faisant travailler des jeunes en réinsertion, quelques dons aux sans-abri et aux plus nécessiteux. Le département aussi, pour quelques événements, me demandait de leur fournir des œufs bio, donc en parenthèse de salon Tequin bio, le meeting aérien, inauguration diverses, et puis même le salon d'agriculture. Donc mes œufs ont été dégustés sur Paris. La charge de travail est importante, avec un minimum de 70 heures par semaine, avec le soutien de mon épouse, de 2 jeunes salariés.
Les poules pondent 7 jours sur 7 toute l'année. Les dimanches et jours fériés de fête, nous sommes de service. Les congés se limitent à 3 jours, mais quand même une semaine l'an passé. Un rythme pénible, mais au service de nos chers clients et consommateurs. Car mon travail en tant qu'agriculteur est de nourrir mes voisins, les habitants de mon pays, et de bien les nourrir. La grande variété de terroirs et des produits fermiers est de plus en plus appréciée, mais 60% des poulets consommés en France proviennent d'autres pays. Nous fermons les yeux et les consommateurs sont incapables de savoir ce qu'il y a dans l'assiette. Ainsi, en France, on nous impose des obligations qui ne sont pas réalisées dans les autres pays. Le danger encouru par l'absorption d'une salmonelle est infime, cela ne change rien, on ferme les étables, les poulaillers, les porcheries, les unes après les autres. Actuellement, trop de normes hyper contraignantes, coûteuses, chronophages, souvent contradictoires et parfois non compréhensibles par les services eux-mêmes, censés les gérer, paralysent l'activité professionnelle des agriculteurs et les découragent de continuer. L'objectif de ces normes apparaît alors comme étant un moyen de faire disparaître peu à peu les petites et moyennes entreprises, que ce soit des fermes comme la mienne, ou des petits commerces, ou diverses autres petites entreprises, pour les remplacer par des grosses structures. C'est en tout cas ce qui se dit de plus en plus ouvertement, tant les exemples vécus sont nombreux. J'estime que ma ferme agrobiologique participe à la bonne qualité de nos produits agroalimentaires. Elle est économiquement rentable et très peu dépendante des aides européennes ou d'État. Elle respecte et améliore l'environnement, elle crée du lien social et aussi des emplois. Alors pour la taille, 2 petits emplois directs, sans compter la participation par divers services induits à d'autres métiers, donc les fournisseurs d'aliments, vétérinaires, etc. Cette activité, avec toutes ses conséquences positives sur la société, va cesser à cause de l'application rigoureuse et sans réflexion de fond de règlements qui, encore une fois, s'ils sont nécessaires sur le principe, demandent à être modulés au cas par cas. Ce soir, donc ça c'était la fin de ma lettre, ce soir je viens de recevoir la confirmation qu'il fallait que j'abatte toutes mes poules. Avec mes salutations et remerciements. Donc je vais dire que j'y suis passé et je vais presque dire que j'ai, après un peu de temps, je suis content que ce soit arrivé chez moi. Parce que j'avais une autre espérance. Voilà. Parce qu'il y en a d'autres, ça se finit mal. Merci Dominique. Donc, je vais essayer de vous citer 3 petits exemples pour illustrer ce qu'a dit Dominique. Et je vais commencer par l'opposé de l'abattage des poules. Un exemple avec des problèmes de goéland que l'on a sur notre secteur. Alors nous, on a une région qui s'appelle le Santerre, c'est plat comme la table ici. Et il y a au milieu une butte tertiaire qui dépasse de 20 mètres, qui est donc une richesse pleine de sable, dans lequel on a bien prélevé les sables, et on rebouche ces trous avec des poubelles, ce qui entraîne des colonies de mouettes et de goélands de façon intempestive. Et les goélands nichent dans les villes, notamment près d'une centrale de distribution. Voilà. Où on enlève à peu près tous les trimestres 2 camions de fientes de goélands. C'est un problème qui dure depuis maintenant un peu plus de 10 ans. À chaque fois qu'on a un nouveau sous-préfet, on fait une demande d'élimination des goélands ou des mouettes. Donc il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai assisté à cette réunion, une fois de plus, et donc vous avez là tous les services de l'État qui sont représentés, sous la coupelle de la sous-préfète, et à chaque fois qu'elle pose une question, elle demande au service de l'État qu'est-ce qu'il faut faire. En résumé, pour pouvoir détruire à peu près au maximum 10% des goélands, il faut 1 an de délai. Là, on a dégagé 2000 poules pour 8 jours. Voilà. On irrigue depuis maintenant les années 76 pour des cultures maraîchères. Et l'administration a décidé de nous faire baisser notre quantité d'eau d'irrigation.
la dernière réunion, un des arguments avancés, c'était bien, écoutez, l'industrie a bien baissé, je ne sais plus combien baissé, elle a dû baisser de 50% sa consommation d'eau, donc il n'y a pas de raison que vous, agriculteurs, vous ne baissiez pas. La remarque que l'on a simplement fait, c'est que l'industrie agroalimentaire de la Somme a disparu. Tous sont transférés de l'autre côté de la frontière belge, et sont tous là-bas. Et on les approvisionne en Belgique. Donc ils n'ont pas eu de mal à baisser de 50%, ils ne sont plus là. L'eau d'irrigation que l'on utilise représente 1% du volume d'eau qui va à la mer. Ces chiffres-là ne sont pas de moi, ce sont les chiffres que l'administration a pris en compte et j'ai pris leurs chiffres en disant voilà, l'étude a sorti tel volume, ce qui représente 1%. Vous voulez nous faire diminuer de 20% la quantité d'eau d'irrigation, c'est-à-dire c'est 0,2% de l'eau qui va à la mer. C'est plusieurs points de captage, répartis un peu partout. Et dans ces captages, il y a un captage qui est très mauvais, qui représente, qui frôle avec les 50 mg d'azote au niveau de l'eau. Il y a à peu près 7 trous de captage. Pourquoi les 7 trous de captage qui sont sur la même zone, ici, sont bons, et il y en a un dans l'eau qui n'est pas bon. Tout le monde sait chez nous que le captage qui est placé, il est passé sur l'île d'une toute petite rivière qui était à l'époque sur un écoulement d'une industrie. Et donc, cette industrie a versé pendant les années 60 ça s'est terminé à peu près dans 2005, donc 2000-2005. Donc, toutes ces années-là, a déversé ces eaux d'usine à cet endroit-là. Et donc, le captage est pourri. Eh bien, c'est pas grave, on continue. Donc, on continue des études qui coûtent pareil des centaines de milliers d'euros pour savoir comment on va faire pour baisser le niveau d'azote de ce captage. Il faut changer de captage de place. Non. On va faire baisser le niveau. On ne fera jamais baisser le niveau du captage. Je m'appelle Olivier, j'habite dans la Drôme des Collines, dans un petit village qui s'appelle le Grand Serre. Voilà, on a mis 5 ans quand même pour s'installer, pour trouver des terres. C'est notre choix de revenir à l'agriculture. Nous, enfin moi je suis un néo, on vient de la ville, comme un appel à une vocation, le choix de la terre, de notre travail, de faire avec les éléments de la pluie, du soleil, etc., du sol aussi, composé avec le sol qu'on a. Et puis de vivre ça en couple, donc je travaille avec mon épouse. On est sur 1 hectare 2 en maraîchage, donc du plein champ et sous serre. C'est vrai que c'est une vie qui est pour nous joyeuse, même si il y a toute cette approche, mais cette joie, c'est de travailler ensemble, c'est de nourrir nos frères, enfin nos clients, et puis de travailler et vivre ensemble. Ça, je trouve que c'est une grande richesse, parce que les couples, on a tendance un peu à se séparer en travaillant chacun de son côté. Pour dire que l'administration est particulièrement tatillonne, mais elle n'est pas tatillonne pour tout. Vous allez voir tout à l'heure, oui, je pense, il y a quand même, et que on voit donc tellement de choses, tellement de normes qui ont détruit sciemment l'agriculture. Je vous donne un exemple que j'ai vécu, moi, en tant que praticien. J'avais beaucoup de clients qui étaient des viticulteurs. Leur activité principale, c'était la viticulture. Mais comme ils avaient, sur des pentes qui n'étaient pas utilisables pour la vigne, ils avaient des prairies et ils avaient quelques vaches laitières. Ce faisant, ils faisaient travailler l'inséminateur, ils faisaient travailler le réparateur, la machine à traire, etc. On a mis des normes, c'est-à-dire qu'on leur a imposé d'avoir une salle de traite, donc des investissements carrelés, réfrigérés. Alors effectivement, en plus, ils avaient le défaut de vendre leur lait sans doute en espèces à leurs voisins qui n'avaient jamais empoisonné, puisqu'on faisait les tests quand même sanitaires. Et donc l'investissement était trop lourd, ils ont tous abandonné. Moralité, tout disparaît, donc y compris les vétérinaires, puisque maintenant les vétérinaires dans le coin où j'habite ne veulent plus soigner les animaux de la ferme parce que y a une vache par-ci par-là et que c'est plus rentable, il vaut mieux soigner les chiens et les chats.
Au début, j'ai cru au progrès, hein, bien sûr. Quand j'étais frais moulu de l'école vétérinaire, je pensais qu'il fallait faire des améliorations, ce qui a été fait du reste. Mais on est rentré dans une logique productiviste et avec un asservissement peu à peu des paysans. Faut-il subir? Je crois que non, il ne faut pas subir. Faut-il prendre des risques? Oui, il faut en prendre. Je vais vous donner un petit exemple qui m'est personnel. Dans une cathédrale, il y avait des pigeons. Bon. Et il y avait une ordination dans la semaine qui suivait où il a fallu prendre des décisions. Alors, si on avait pris l'avis de l'architecte ou du conservateur, on y serait encore. Alors, le sacristain m'a contacté pour me demander comment il fallait faire pour éliminer les pigeons dans cette cathédrale. Alors j'ai dit, ben, j'ai une solution. Donc je suis arrivé, bouchez-vous les oreilles, avec une carabine, avec un petit silencieux, et il ne fallait pas le souper d'ailleurs, il y en avait 8. Donc j'ai éliminé les 8 pigeons. Ce qui veut dire, monsieur, c'est qu'il ne faut pas être seul. Quand on est confronté à ce genre de problème, il faut s'unir et il est temps puisqu'on est dans la résistance paysanne, il faut se regrouper parce qu'en face, l'administration, les membres de l'administration sont moins nombreux. Et aujourd'hui, il faut avoir le courage, il faut dire non, ça suffit. Il y a un exemple que m'a rapporté un de mes amis qui est agriculteur dans le Morvan, où il est impossible maintenant pour l'administration de pénétrer dans les fermes pour faire des contrôles, parce que tous les paysans, ils ont tous des portables, et ils arrivent dans la cour. C'est ça qu'il faut faire. Il fut un temps, je suis désolé, mais où la Révolution nous a envoyé ces colonnes infernales en Vendée et nous a... Alors là, on aurait une historienne qui en parlerait mieux que moi, Marion Sigaud, mais ça a été un anéantissement de ces paysans qui voulaient vivre leur foi et qui voulaient vivre... Il y a bien une volonté, clairement. Aujourd'hui, alors je fais un grand saut dans le temps, mais... Depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui, c'est le même combat, contre l'enracinement, contre le paysan. Donc il y a réellement une volonté. Donc maintenant il faut vraiment, et là où je rejoins complètement M. de Goulen, c'est que il ne s'agit pas d'attendre une loi, une contre-loi, non, il s'agit de bloquer, c'est terminé. Et je peux vous dire une chose, parce que avec Elisabeth de Malré présente ici, et tout le renfort de Terre et Famille, parce que Terre et Famille est une énorme association, nous avons repoussé des financiers qui avaient pour objectif de dénaturer l'église d'Anzy-le-Duc. Quand on dit non, et pourtant, je peux vous dire qu'il y avait une machination énorme derrière. Alors je ne dis pas que c'est l'exemple absolu, que tout va se passer de la même façon, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand on dit non à ces gens qui n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non, c'est vrai. Et comme me disait très bien un ami qui est ici présent, je peux donner votre nom aussi? Monsieur Sorlin m'a dit quelque chose un jour de très frappant. Il m'a dit, ce système n'a pas de pied. Il a une grosse tête, mais il n'a pas de pied. Alors il faut dire non. Et il faut bloquer nos fermes, il faut tuer les pigeons quand ça nous gêne, il faut draguer nos rivières parce que c'est comme ça, on gérait l'eau, etc. Je dirais qu'il faut arriver à se faire entendre par la paix. Et donc la douceur, et la douceur, je dirais, intelligente. C'est le problème, c'est que derrière, il y a tellement de paysans qui sont, je dirais, démoralisés, qu'en fait, ça monte en violence. Et je veux dire, si on arrive à ça, ça peut que, je dirais, casser un pays plus que le monter. Je peux m'opposer à ce qu'ils ne viennent pas sur la ferme. Mais s'ils veulent m'empêcher de produire, ils m'empêcheront, ils trouveront le même moyen, c'est obligé. Juste un petit mot, je suis en train de redécouvrir en vous écoutant ce qu'était la société d'Ancien Régime. Dans la société d'Ancien Régime, l'obligation voulait que il n'était pas possible aux marchands, dans la société d'Ancien Régime, de venir se servir sur le marché avant que toute la population locale se soit servie. C'était uniquement le surplus qui n'avait pas servi à nourrir le paysan lui-même, ses proches et le village autour.
le marchand n'avait le droit d'intervenir au son de la cloche et après contrôle qu'une fois que tout le monde s'était servi. Il y a un grand truc qui est arrivé qui s'appelle la Révolution française qui a dit non, maintenant c'est les marchands qui ont tous les droits. Bon ben voilà, non, retour aux sources. Je suis un médiévaliste. Bon alors moi non, moi je suis 18e, mais le 18e siècle c'est effectivement la transition, les marchands ont pris de l'importance, ils ont dit tout le monde sera beaucoup plus heureux quand les marchands feront la loi. Bon ben voilà le résultat. On vient de faire une découverte dans le sud des Ardennes d'une communauté probablement chrétienne qui fonctionnait quasiment en autarcie. C'est ça qu'il faut faire. Mais oui, c'était pas l'autarcie, c'est-à-dire que la circulation des subsistances voulait que là où il y avait une catastrophe, soit climatique, soit autre, où le blé manquait, effectivement, où la nourriture manquait, on puisse aisément la faire passer d'un lieu à un autre. Avant la Révolution, l'élément qui était régulateur pour faire passer le plus là où il y avait du moins, c'était l'autorité royale. À partir de la Révolution, on a dit non, il n'y a plus d'élément régulateur, c'est le marché qui va réguler, on voit le résultat. Au-delà de toutes les problématiques développées par le halal, c'est aussi un problème identitaire. Et un problème identitaire fort pour la paysannerie, puisque vous allez voir que la grande finance mondiale se marie très bien avec l'industrie du halal. À tous les téléspectateurs de LPI, nous proposons la même chose qu'aux personnes ici présentes aujourd'hui, ce 4 juin 2016, c'est présente à cette journée de résistance paysanne. Si vous vous sentez l'âme de résister, eh bien, envoyez-nous un email, un courriel à l'adresse suivante, terre et famille, tout attaché au singulier, @gmail.com. Voilà, envoyez-nous un courriel et nous vous ferons rentrer donc dans notre réseau de résistance paysanne, sachant que tout le monde est concerné par la résistance paysanne puisque c'est la première et tout le monde mange et que notre santé en dépend et que l'âme de notre pays en dépend. J'ai fait il y a 2 ans, et la conférence est sur égalité et réconciliation, une conférence de 1h30 à peu près sur l'état de la paysannerie à la veille de la Révolution française. Vous allez en apprendre des vertes et des pas mûres. Donc je vous conseille d'aller sur le site Égalité et Réconciliation. Marion Sigaud, ça doit être paysan ou paysannerie, un truc comme ça. C'est une conférence que j'ai faite avec un monsieur qui parlait complètement d'autre chose, mais on me l'avait proposé comme ça, donc je l'ai faite comme ça. Et je vous signale que je vous la refais quand vous voulez, il suffit de m'inviter, et simplement que ça ne me coûte rien, je ne demande pas de payer. Donc c'est vraiment l'État, c'est à partir d'une thèse qui a été faite dans les années 60, je crois, par un monsieur qui a consacré toute sa vie à étudier en Bourgogne, ce qui concerne quand même certainement Terre et Famille, la situation de la paysannerie à la veille de la Révolution française. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que le temps passe et qu'on approche de la Révolution française, les paysans sont de plus en plus opprimés, non pas par le système ancien, mais par le système nouveau. Et le système nouveau, c'est celui qui va gagner à la Révolution. Donc je crois que vous allez comprendre plein de choses. Mais à votre disposition pour refaire cette conférence, chez vous ou ailleurs, enfin, mes conditions, c'est en général simplement que ça ne me coûte rien. C'est tout. Si vous n'avez pas un certain degré de connaissance de la loi, des textes administratifs notamment, si vous n'avez pas pris un peu de temps pour les lire, les comprendre, les analyser, pour savoir comment ça va marcher pour vous, vous n'êtes pas à armes égales avec l'administration. En revanche, si au lieu d'arriver devant un dossier peut-être un peu délicat vis-à-vis de l'administration, vous êtes bien informé et que vous savez très bien où vous en êtes, peut-être même avoir une petite idée, je suis peut-être un peu loin, des questions qu'on va vous poser, vous êtes beaucoup plus à armes égales avec l'administration. Et face à ces gens qui sont un peu, pardonnez-moi l'expression, un peu dans la toute-puissance, qui ont un peu tendance à dire « moi je sais, j'ai le pouvoir, hein, vous faites un peu ce que je dis ». Bon, non mais s'ils se retrouvent face à un interlocuteur qui a véritablement du répondant, peut-être même jouer plus loin un peu de conviction dans ce qu'il dit, déjà vous risquez d'abord en prenant tête, en montrant que vous savez vous expliquer, que les choses se passent pied à pied, vous risquez d'avoir un résultat. Parce qu'au départ,
Et la relation avec l'administration se fait d'homme à homme. Vous avez un chargé de dossier, quelqu'un qui vous fait un contrôle, qui va vous dire, Monsieur Dupont, non, ça ne va pas. Là, votre système d'évacuation du fumier, par rapport à une nouvelle norme européenne, il ne doit pas être comme ça, il doit être comme ça. Alors vous allez lui expliquer que comme ça marche quand même bien mieux, nanana, nanana. Bon. On est dans le dialogue, on est dans de l'humain, et là encore, dans la sagesse et l'intelligence. Si vous arrivez à argumenter, parce que vous savez, et que vous ne vous résignez pas, etc., vous pouvez arriver à un résultat. Parce que la personne qui fait un contrôle, qui voit que le type ne réagit pas, il va faire son procès verbal de contrôle, il va lui dire dans 15 jours, sauf mesure administrative, je vous ferme, ou je vous avais une amende, c'est terminé, son dossier est clos. S'il voit, entre guillemets, entre nous, excusez-moi d'être un peu concis, qu'il y a un emmerdeur qui se dessine, parce que c'est comme ça qu'il le vit, lui. Enfin, je ne sais pas si vous avez rencontré des gens de l'administration, moi ça m'est arrivé. Bon, c'est quand même un morceau de bravoure, hein. Il y a une ouverture d'esprit comme ça. Hein. Bon. Donc, si il voit que pied à pied vous allez défendre votre morceau, d'abord il va se dire, il va me faire perdre du temps parce que là, moi, ce soir j'ai le match, ou bien je dois jouer au tennis avec Dupont. Bon, ça peut agir. On est assez peu nombreux, nous sommes tous adhérents de l'Association française de droit rural. Voilà. Donc je dis deux mots qui a un grand intérêt parce qu'elle est transversale. Il y a des juristes agricoles qui y sont, il y a des experts fonciers agricoles. Voilà, on n'a pas voulu la fermer aux avocats. Donc il y a d'autres professionnels de l'agriculture qui y viennent. Donc il y a une revue qui fait des analyses de jurisprudence, etc. Je pense qu'un agriculteur a assez à faire et que s'il se retrouve seul devant sa machine, devant son ordinateur pour faire ses bilans, ses machins, et en plus s'il doit travailler les textes, je veux dire, c'est impossible en fait. Et donc ce qui est important, et c'est la raison pour laquelle nous organisons cette journée, c'est que l'agriculteur ait la possibilité, parce qu'il a un réseau, de trouver les compétences. Chacun son métier. Parce que c'est comme ça qu'on déstructure une profession. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, que vous soyez médecin, que vous soyez infirmière, que vous soyez ingénieur, on passe tous notre vie devant nos ordinateurs. Bon, le paysan, moins que d'autres, doivent passer cette vie devant les ordinateurs. Il ne faut pas avoir peur de l'utilisation de la force. D'abord, vertu morale, mais avec éventuellement des aspects physiques. C'était juste pour entamer une réflexion sur ces aspects, parce que voilà, cette notion de force, on a toujours peur de l'employer, en particulier quand elle est physique. Le jour ou l'autre, elle est déjà nécessaire. Alors après, effectivement, il faut la cadrer, il faut éviter l'appui de la force, c'est-à-dire la violence. Il faut bien avoir conscience que parfois c'est la force qui permet de rétablir la justice. La justice sans la force est impuissante. La force aussi, elle se sent, vous voyez, c'est stop, vous ne passerez pas, voilà. Et si nous sommes plusieurs à être aussi déterminés, je pense que nous pouvons faire reculer l'administration qui, encore une fois, comme le dit souvent M. Sorlin, n'a pas de pied. Donc il faut que nous tenions. Parce que, comme vous le disiez également, Maître Martel, il y a la loi certes, mais c'est moins la loi que les directives, que les fonctionnaires tatillons, que les... Voilà. Donc je crois qu'on est suffisamment fort de caractère si on s'unit pour justement ne plus être seul. Le gros atout du système, c'est qu'il a isolé les gens. Donc il faut refuser cet isolement. Il faut tout prendre à contre-pied en fait. Tout à contre-pied. Ils nous ont isolés, eh bien réorganisons-nous. Voilà. Et ne nous laissons pas seuls, accablés par l'administration, par le désarroi, par les banques, etc. Parlons, retrouvons-nous. Alors, comme le disait je ne sais plus qui, les réseaux sociaux, ça a du bon. Nous, sur Terre et Famille, on veut bien faire cette plateforme, c'est même notre vocation, pour mettre les gens en relation selon leurs compétences et qu'on se rende ces services précieux pour résister, comme vous le dites. Et résister, c'est noble, résister contre vents et marées, pour rester ce que nous sommes, pour ne pas perdre notre âme en fait. Il y a les deux aspects de la force. Sustinere et agredi. Supporter une situation contre laquelle qui vous est imposée. Voilà. Mais aussi
progresser, c'est-à-dire dès que vous voyez une faille dans la défense de l'adversaire, vous ne restez pas passif et vous l'exploitez. Et vous rentrez dedans, et alors là, avec une détermination totale. Je vous dirais, justement, à propos de la détermination, j'ai vu ça chez des animaux. Je devrais rendre grâce à mes parents de nous avoir élevés à la campagne, parce qu'on apprend beaucoup, je pense que le docteur de Peretti nous dira la même chose, on apprend beaucoup des animaux. Et je sais, les chats, par exemple, ont une notion du territoire concentrique, et dans des cercles de plus en plus étroits. Et le chat ne se défend pas de la même façon quand vous êtes sur un territoire large, mais quand vous arrivez dans son dernier recoin, là, même le petit chat, vous vous trouvez face à un fauve. Il y a un autre exemple, c'est la chèvre. La chèvre qui sait la force de son front. Je l'ai vu face à des chiens qu'on avait à la maison. Et vous voyez la chèvre se reculer, généralement pour poser son cul contre un mur. Là, elle sait qu'il n'y a pas de problème. Elle se ramasse comme un ressort. Et le premier qui approche, paf. Bon. Donc la notion de force et de défense est profondément attachée au territoire que l'on connaît. Et il ne faut pas forcément chercher à utiliser des moyens qui dépassent le territoire que l'on peut couvrir. Alors, c'est évidemment, quand on est seul, on peut couvrir un territoire beaucoup plus étroit que si on est deux ou si on est trois. Donc, il faut se rendre compte, en fonction de ses moyens et en toute humilité, savoir ce que l'on est capable de défendre et éventuellement envisager des associations intelligentes. Ça repose aussi sur une notion de fidélité. Associez-vous avec des gens en qui vous avez confiance et qui vous garderont à droite et à gauche. Voilà, ça c'est aussi très très important. Il y a une autre chose, je pourrais développer, j'y reviendrai sans doute peut-être après, mais ça m'a beaucoup touché au sujet de l'intervention du docteur de Peretti, c'est que Dieu est fidèle. Et que c'est vrai pour le droit ou pour toute autre chose, vous l'avez vu dans tous les secteurs, on a toujours des raisons de désespérer. On dit quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Et il est fidèle, il nous donne toujours au moins une porte de sortie. En revanche, il faut poser le postulat, je dirais, de foi, qu'il nous offre avec notre intelligence des moyens de nous sortir de cette situation-là, à condition qu'on ait l'humilité de considérer que, éventuellement, on n'est pas l'orgueil de considérer qu'on peut s'en sortir seul, mais en tout cas, il y a toujours une recherche du réel, s'attacher et regarder le réel. Si vous avez des compétences juridiques, etc., si vous avez entendu dans ce genre de journée qu'il existe des moyens juridiques, si plus tard vous trouvez face à des problèmes juridiques et que vous ne les cherchez pas, vous ne prenez pas contact avec des spécialistes, là, je vous dirais même moralement, vous êtes en faute, et ne basculez pas dans une sorte d'idéalisme en disant « le bon Dieu va descendre sur moi et me protéger ». Il vous a offert, si la Providence vous offre une balle, 2 balles ou une dizaine de cartouches, vous avez le devoir de les utiliser au maximum. Si c'est qu'une balle, réfléchissez en toute sagesse avant de tirer. Mais normalement, elle touche. Et quand vous êtes vraiment dans la bonne ligne, j'ai la chance et la malchance d'avoir plusieurs productions, donc je vois un peu tout sur l'agriculture. Et un jour débarque en quad à la maison une dame qui voulait visiter mon verger. Bon, d'accord, oui, j'ai le badge de la préfecture de la Drôme. Ah, très bien, madame. Sauf que ici, je suis une propriété privée. Et je ne donnerai pas l'autorisation de pénétrer mes arbres fruitiers. Je dis, voilà, la propriété privée n'existe plus. Et j'ai dit, je ne vous l'interdis pas, mais je ne donne pas l'autorisation, vous faites ce que vous voulez. Ben, cette dame n'était pas allée dans les vergers. Mais je me disais, en fait, il ne faut pas avoir peur, on a des droits. Et en fait, on recule sans arrêt, et c'est notre propre faute, en fait, si on en est là aujourd'hui. C'est comme plein d'autres choses. C'est vrai, c'est vrai. Et comme vous disiez, ça ne viendra pas d'en haut. C'est nous à la base. Et on a des droits, c'est pas qu'il faut tout connaître, mais c'est comme un voisin qui se permet des libertés. Il faut savoir que moi je parle parce que je l'ai vécu dans la souffrance souvent, des gens qui abusent, qui vont au culot, quelquefois c'est l'administration, quelquefois c'est le voisinage. Eh bien non, il faut poser un acte de courage et dire stop. Et les personnes, elles essayent, et puis elles voient qu'on tient,
eh ben, elles vont marcher arrière. Exactement. Et je dirais, non seulement on a les droits, mais on a le devoir de se défendre. C'est même pas un droit, c'est qu'on a le devoir de se défendre, vraiment. Est-ce que vous êtes en contact avec des organisations agricoles alors, un peu en dehors Alors, les organisations... du monde agricole, quoi. Alors oui, parce que Elisabeth de Malray élève des moutons et moi-même j'élève des bovins pour la viande. Non mais syndical. Au niveau des syndicats, au niveau des subventions, au niveau de l'administration, je fuis ça comme la peste. Voilà. Je le fuis comme la peste. Je refuse tout. Pour les amener un peu, pour les former. Les organisations, je pense que c'est nous qui sommes là. Ouais, c'est ça. Honnêtement, je pense que là, vous voyez, monsieur, vous êtes dans le but de cette journée, c'est de dire comptons sur nous-mêmes. Donc les organisations à l'échelon national, je les laisse pour ce qu'elles sont. C'est des satellites de l'Europe. Exactement. Nous, il faut que nous rebâtissions notre réseau, nos armes pour résister, parce que comme le disait très bien monsieur, dès qu'on résiste, il se passe des choses. Et c'est là le problème, c'est qu'on a tellement montré au système que nous étions prêts à tout accepter, et puis c'est vrai qu'ils savent nous mettre le pistolet sur la tempe, mais dès l'instant où on montre un tout petit peu de résistance, le système est tellement surpris qu'il n'a pas les moyens. Encore là, il nous prouve qu'il n'a pas de pied. Dès l'instant où vous résistez, il plie. Et c'est intéressant de faire cette expérience, je vous assure. Il ne faut pas être tout seul, c'est ça aussi. Alors c'est bien l'objet de la réunion d'aujourd'hui. C'est le réseau. Le réseau, le réseau, le réseau. Ça me peut penser à deux choses. Il y a deux moyens de résister. Il y a une manière active et une manière passive. On a des dossiers à rendre. Je pense à un dossier qui était par exemple l'agence de l'eau, où ils nous demandent toujours des tas de dossiers. Et j'avais le tort de répondre régulièrement. Je remplissais le document, j'envoyais le document. Un beau jour, je commence à me fatiguer, je demande à mes voisins, vous êtes pas embêtés avec l'agence de l'eau et tout? Non, non, pas du tout. Oh, j'ai des changements de comportement. J'ai arrêté, tout renvoi de documents. Je me suis arrangé, d'ailleurs mon travail à plusieurs, je me suis arrangé pour que mes collègues ne répondent pas non plus, et je renvoyais la balle, Pierre, Paul, Jacques, un tour, deux tours, personne ne répondait, je suis plus embêté. Toutes ces petites choses qu'on peut faire tous les jours, c'est ça qui va marcher. Mais tout petit, tout petit, tout petit. Et on reprendra. Voilà, on reprend les manettes de cette façon-là. À l'heure où on en est, et vu l'importance de ce métier, qui est ce métier de la terre, je crois qu'il faut accepter de se remettre profondément en cause. Mais psychologiquement même, parce que le système s'est insinué. Il est rentré en nous par tous les pores de la peau, il nous a fait croire qu'on ne pouvait pas vivre sans lui. Donc il faut absolument, comme un enfant va lâcher la main de sa mère, il va découvrir qu'il peut marcher tout seul. Donc je crois qu'il faut que nous lâchions la main de l'État qui nous a rendu puéril. Il l'a fait exprès, il suffit de regarder des affiches publicitaires, des choses. Je me dis quelquefois, mais si mon grand-père voyait comment mon banquier ose me parler à travers la publicité, mais il serait fou. Donc on nous a rendu puéril, on nous a rendu dépendants, et je crois qu'il faut lutter absolument contre tous ces moyens qui nous rendent dépendants. Parce que finalement, on en parlait tout à l'heure avec les organisateurs, les lieux de cette journée, les résistances paysannes, ce qui est quand même primordial dans notre vie, c'est la joie. C'est primordial. Et la joie, on l'acquiert à travers le travail. Le travail, c'est pas fait pour être une corvée, le travail. Le travail, c'est d'abord fait pour s'épanouir, et en particulier le travail de la terre. Donc on a tout rendu. On est là pour remplir des tableaux, pour payer des taxes. Et il faut absolument, et c'est vraiment une question de survie de nos âmes pour commencer, et de nos corps ensuite, c'est retrouver le plaisir de travailler. Donc, en fait, il faut se libérer, comme le dit très bien Elisabeth de Malray, il faut se libérer de ce carcan qui nous a été imposé depuis trop longtemps, pour retrouver cette joie de vivre profonde et cet art. Parce que l'art, c'est pas seulement ces artistes contemporains qui inondent nos communes, aidés, subventionnés par la DRAC, les monuments historiques et autres, n'est-ce pas? L'art, le véritable art, c'est celui aussi de produire, et non pas d'exploiter une terre,
mais de nourrir sa famille et nourrir ses frères, comme vous le disiez tout à l'heure, tout en rendant à la terre, tout en pérennisant ce que le Seigneur nous a donné. Et ça, c'est de l'art, oui, et c'est du véritable art. Et pas en fonction de quotas de productivité, etc., mais en fonction des aléas de la nature, avec toute la prudence que ça impose sur les réserves, sur le soin qu'on peut apporter à notre sol. Voilà. Concernant les relations avec l'administration, effectivement, ce qui a été dit est très juste. Il ne faut jamais répondre à l'administration, il faut toujours faire le mort, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est peuplé de gens qui sont arrivés là parce qu'ils ne savaient pas pourquoi, par népotisme, parce qu'ils avaient la carte du parti, et qui finalement s'en fichent. Donc, lorsqu'on joue sur ce facteur, je peux vous dire, moi je l'ai pratiqué toute ma vie. Toute ma vie avec un grand succès, notamment avec le fisc. Et donc, ça marche très très bien. Le problème, c'est d'être trop légaliste. D'être trop légaliste et de répondre au courrier de l'administration. Donc vous faites le mort. Je ferai une autre remarque qui ira dans le sens de l'intervention du père de tout à l'heure. C'est que on peut considérer que nous sommes en guerre. Il y a un message à Pontmain où la Sainte Vierge apparaît avec un texte qui commence par le mot « mais priez mes enfants ». Et là est la solution. Nous sommes en guerre, absolument, ça c'est sûr, et il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à le réaliser. Vous disiez tout à l'heure, maître, qu'en tant que catholiques, nous étions très attachés à la loi. C'est un fait, mais quand elle n'est pas en désaccord total avec la loi naturelle et révélée. Or, nous sommes dirigés par des gens qui sont nos ennemis. Voilà. Je n'ai pas peur de le dire. Et ils ont leurs idiots utiles qui sont les administrations. Donc, la lutte est claire. Nous devons, c'est un devoir, de résister par rapport à ce qui nous a été légué et à ce que nous allons léguer. Voilà. Nous devons réaliser que nous sommes une force. Nous devons le réaliser. Nous devons cesser de penser que la tâche est trop grande. Évidemment, la tâche est trop grande si on plie tous. Mais imaginez que chacun chez nous résistions à travers des non-réponses, à travers des non, vous ne passerez pas, à travers des... Mais la vie change. Donc notre sort est bien entre nos mains. Donc il ne s'agit pas de mettre un bulletin dans l'urne ou d'aller à une réunion d'un syndicat ou même à une manifestation en attendant que en estimant qu'on a agi. Non, c'est au quotidien. C'est à chaque instant. Cette guerre que nous vivons qui est d'un genre nouveau probablement, qui est d'une intensité en tout cas et d'une ubiquité, parce qu'elle est dans tous les domaines, à tous les moments de l'existence, eh bien c'est une résistance qui doit imparable. Alors évidemment, quelquefois, parce que le système a été si bien fait que on est obligé de plier, de nous voyer. Mais quand on peut résister, il faut résister. Voilà, et après, quand on ne peut pas et qu'on ne peut pas tenir seul, eh bien on va chercher l'aide du réseau, l'aide de... Voilà. Mais on doit sans cesse être dans cette posture de comment je peux faire pour tenir. Et quand on sent que la réponse, eh bien, on va chercher de l'aide. On va chercher de l'aide dans le réseau. Voilà. Ça, c'est, à mon avis, la recette pour demain. Nous avons la joie d'avoir Béatrice Bourges parmi nous, que je vous demande d'applaudir. Le législateur, c'est Dieu. Et tous ceux qui rendent la justice ne font que appliquer, exercer un pouvoir qui leur a été délégué de Dieu, sur lequel ils auront à en répondre. Je vous renvoie au livre de la sagesse. Vous qui jugez les peuples, les puissants seront jugés puissamment. C'est clair et précis. Vous exercez sur terre une délégation de Dieu, mais vous en aurez à rendre des comptes. Ça, c'est pour les juristes. Dans la logique de terre et famille, comme quoi, justement, Dieu ne doit pas être reporté dans la sphère privée, mais il déborde dans la vie publique. L'Angélus, encore sonné dans beaucoup de nos villes et de nos villages, prouve que justement le temps appartient à Dieu et rappelle l'homme à un temps de prière et 3 fois par jour, ne serait-ce que intérieurement, penser de temps en temps quand vous ôtez la cloche, avoir une pensée pour Dieu, ou réciter l'Angélus pour vous, mais aussi dans la logique de tradition d'en rentrer comme un chaînon de cette chaîne de paysans qui ont récité l'Angélus au même moment.
là, vous vous sentez déjà plus seul. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ.